Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter panafricain, la chaîne du panafricanisme, la chaîne de débat, d'actualité sur la communauté africaine ainsi que sa diaspora. Sur cette chaîne, vraiment, on te partage le maximum d'infos sur le continent et sur tous les noirs qu'il y a sur la planète. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité brûlante qui a secoué la semaine. Le continent africain, ça va être forcément, on va beaucoup parler du Gabon aujourd'hui. Mais avant de démarrer l'interview, le débat, j'ai autour de la table mes meilleurs panélistes. On va commencer avec la voix féminine, c'est Hachen Sout, la voix mystérieuse. Comment tu vas? Bonjour Thomas, oui effectivement, là, merci donc de m'inviter aux côtés donc de Daniel et de Aton. Merci encore à toi, hein. Merci Thomas. Merci beaucoup. Juste à côté, c'est Daniel. Comment tu vas, Daniel? Ça va bien, ça va très bien. Ça faisait un petit moment que ouais, ça fait un moment. Je n'étais pas convié à vos analyses et vos prises de parole. Donc voilà, je suis là, ça va très bien. Et puis on va essayer de faire notre mieux pour donner des analyses un peu percutantes. Là, le pharaon du jour, le pharaon de l'équipe, c'est Aton. Comment tu vas, Aton? T'as tous, comme d'habitude, et puis Hachen Sout, mes salutations les plus basses. Daniel, qui a encore un plaisir de l'avoir en tant que panéliste, et puis Thomas, que dire encore, que cette journée soit merveilleuse et la plus ravissante qu'on puisse avoir dans le monde. Donc, mais aujourd'hui, on est en guerre, et cette guerre se continue avec le Gabon. Et ouais, merci beaucoup à toi, Aton. C'est vrai que si vous êtes nouveau sur la chaîne, il faut savoir que Aton, c'est notre guerrier de l'équipe, le pharaon guerrier. Et il l'a dit plusieurs fois, on vous invite à regarder les anciens podcasts, il a toujours dit, c'est sa phrase fétiche, qu'on est en guerre. Et j'ai envie de dire que ça commence à se confirmer de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe sur le continent? On dirait que c'est une révolution qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors, ça va dépendre le jour où vous allez regarder notre vidéo, mais là, aujourd'hui, en 2023, on est le 3 septembre 2023. Donc, le Gabon a vécu un coup d'État. Et c'est pas un coup d'État. On va l'analyser, ce coup d'État. Mais il faut savoir que on va dire les rois du Gabon, parce que c'était vraiment une dynastie qui avait à la tête de ce pays. C'était une famille, la famille Bongo, qui régnait depuis une cinquantaine d'années. C'était vraiment un règne totalitaire, on va dire, du Gabon. Récemment, à peine quelques heures après avoir été élu, le fils de Omar Bongo, donc Ali Bongo, a été déchu de ses fonctions par l'armée. Et ça va être l'analyse qu'on va faire là sur le Goûter panafricain, parce qu'il y a une première grille de lecture où on pouvait penser que ce coup d'État était salvateur pour le peuple. Mais en fait, en regardant bien, en creusant bien, en écoutant d'autres chaînes YouTube, d'ailleurs, il y a Nathalie Yamb là, qui a fait une très très belle vidéo sur ça d'analyse. Et il y a encore d'autres YouTubeurs aussi qui ont fait des analyses sur cette situation. En fait, on commence à déceler que c'est peut-être un coup d'État qui a été manigancé. Donc tout ça, je voudrais avoir votre avis sur ça. Mais voilà, pour remettre un peu la situation, donc c'était Omar Bongo qui a régné sans partage sur le Gabon pendant plusieurs années. Même il y a eu de la corruption, il y a eu des opposants qui ont été, si je me trompe pas, qui ont été assassinés, qui ont été descendus. Hein. Il y a eu des histoires aussi de biens mal acquis. La famille Bongo a acquis des propriétés en France, au Gabon. Enfin, il y a eu pas mal de détournements d'argent. C'est assez opaque en fait, le règne des Bongo au Gabon. Et donc là, normalement, ça allait continuer son cours. C'était le fils qui a pris, depuis la mort de Omar Bongo, donc c'était le fils depuis 2009, si je me trompe pas, qui était à la tête du Gabon. Et malgré que Ali Bongo avait eu un accident cardiovasculaire, il se disait en bonne santé, alors que ça se voyait que sa santé était défaillante, et il voulait encore continuer, à briguer un nouveau mandat. Là, c'était le mandat trop, et un nouveau général est à la tête du Gabon. Et je voulais avoir votre avis, déjà juste, question générale, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Que doit-on penser de ce coup d'État au Gabon? Est-ce un coup d'État salvateur ou est-ce un coup d'État truqué, déguisé? Hachen Sout, tu vas commencer, je vais te laisser la parole. Ensuite, ça va être Daniel et Aton, on va finir comme ça. La question, c'est est-ce que c'est un coup d'État ou est-ce que c'est une révolution? Comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, il y a certains analystes qui ont estimé que ce n'était pas vraiment un coup d'État comme on a pu le voir au Niger ou bien au Burkina et au Mali, en Guinée, bon oui aussi. C'est la question de savoir est-ce que ce sont des coups d'État que l'on pourrait qualifier de révolutionnaires et qui a vraiment un aspect sympathique, et un coup d'État comme on l'a toujours reconnu comme étant perpétré par la France et notamment par la France-Afrique
pour mettre donc à la tête donc des pays des marionnettes, des hommes politiques qui n'ont l'apparence que de chefs d'État, mais qui n'ont pas l'assise populaire qui va bien, et tout simplement pour pouvoir effectivement défendre les intérêts donc de la France. Alors entre coup d'État et révolution, tu as raison de le préciser. Dans les pays que je viens de citer, on pourrait appeler ça vraiment des coups d'État révolutionnaires. On va dire ça, on va mettre les deux ensemble, puisque la révolution de 1789 a renversé un pouvoir, le pouvoir monarchique, pour voir petit à petit donc à sa place un pouvoir démocratique, fondé donc sur les différents courants donc qui traversent la société française. Ça, c'était un coup d'État. C'était aussi une révolution, puisque les historiens la qualifient comme l'une des premières révolutions qui a modifié le cours de l'histoire française. Pour le Gabon, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup voient dans ce coup d'État la main donc de la France-Afrique, parce que ça serait plutôt un coup d'État de palais. On n'entend pas, curieusement, la CEDEAO, l'UEMOA venir discuter aux yeux du monde de la légalité donc de la prise de pouvoir par les généraux, en dépit de tout le soutien qu'ils ont de la population. Pour eux, c'est un coup d'État qui est perpétré, qui est un coup contre la démocratie. Alors, on est en train de se poser la question, pourquoi ils ne disent rien? C'est un silence de plomb. Il y a quelques journaux en France qui lèvent un peu le pied, parce que effectivement, c'est de bon ton de dire il faut qu'il y ait une logique dans notre démarche et dans notre contestation des coups d'État. On doit reprocher aux généraux la prise directe du pouvoir au Gabon, alors Ali Bongo venait justement d'être élu, comme par enchantement, pouf, un coup d'État. C'est ça. Alors, la presse essaie de... la parole à Daniel. On dit derrière ce coup d'État c'était plus une histoire familiale en fait. Ça va beaucoup plus loin, et notamment la sœur de Ali Bongo, Pascaline Bongo, serait derrière ce coup d'État. Qu'est-ce que tu en penses toi, Daniel, quand tu as vu cet événement se réaliser? Est-ce que toi aussi tu y as cru, ou est-ce que tu as vu que c'était quelque chose de manigancé? Je pense que c'est simplement un contre-feu. C'est-à-dire, en fait, quand tu as un incendie, c'est une technique. Et au lieu que l'incendie puisse se propager et tout brûler, on crée déjà un contre-feu qui va ralentir cet incendie-là. Donc, c'est-à-dire que comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso se sont affranchis de la tutelle française, on commence à le faire pour éviter que l'incendie se propage à tout le précaré français. On va peut-être assister dans les places fortes, on va dire les places fortes comme le Gabon, le Togo, le Cameroun dans une moindre mesure, même s'il y a aussi un problème au Cameroun, un problème qui à la mort de Biya va se poser puisque il n'y a pas encore, on n'a pas encore décidé qui hériterait du pouvoir au Cameroun. Peut-être qu'au Cameroun, ça va se poser. Il faut aussi se mettre dans la tête que le Gabon n'est pas n'importe quel pays. Le Gabon, c'est l'un des pays avec la Côte d'Ivoire, on va dire une colonie, on va dire presque complètement française, créée même par les Français, et dans laquelle on a installé on va dire une forme de monarchie familiale sur laquelle la France s'est beaucoup reposée durant toutes ces années pour justement à travers la personne de Omar Bongo ou d'Houphouët Boigny venir contrecarrer les velléités de certains pays du précaré qui auraient eu tendance à vouloir s'émanciper de la France. Donc voilà. Ok. Je vais donner la parole à Aton. Est-ce que Aton, t'as vu les vidéos qui a tourné là sur les réseaux sociaux là de Omar Bongo, enfin de Ali Bongo plutôt. Ali Bongo Ondimba, president of Gabon, that we have all over the world, to tell them to make noise, to make noise. Et ça nous donne même le sourire, même nous qui sommes pas sur le continent, on est vraiment, ça nous donne le sourire, on a l'impression qu'on est dans un film. C'est clair. On aurait pu. Alors, moi, j'aime bien renommer ça. C'est vrai que c'est un pays qui a été créé de toutes pièces en 1848, partage de Berlin. Le mot Gabon vient du premier colon portugais, Gabaores, qui signifie Gabane. Donc, j'aime bien remonter un peu l'histoire en rapport à la forme de l'estuaire qui borde les côtes de Libreville. On aime bien remonter un petit peu l'histoire pour connaître un petit peu c'est quoi ce pays. D'ailleurs, où il est situé exactement, le Gabon. Si on regarde bien, puisque ça va être la suite de mon propos, on est vraiment au centre de la fête royale. Au nord, c'est le Cameroun. À l'est, on a la République. Parle un peu plus proche de ton micro parce qu'on parle un peu plus proche. Et au nord-ouest, on a la Guinée équatoriale. Là-bas, on paye en francs CFA. Bref, on est vraiment dans la francophonie la plus absurde qu'il puisse y avoir.
Donc, ça, c'est la carte du Gabon. Maintenant, le coup d'État, j'aime bien revenir sur les termes parce que les gens, les Occidentaux, nous prennent un peu pour des pimpins dès qu'ils nous parlent avec des termes. Ça vient de l'origine, ça vient du mot putsch, qui a été créé en 1839 et ça a été propulsé par le coup d'État marqué en 1820 et 1923 en Allemagne. D'accord? C'est ici que se viennent ces mots-là, putsch, coup d'État, enfin bref, leurs bêtises qui veulent bien nous servir. Pourquoi je dis ça? C'est que aujourd'hui, il faut revenir à nos fondamentaux. On est vraiment dans la zone France-Afrique, la plus absurde qu'il puisse y avoir. On voit bien que c'est des gens c'est du tout et du n'importe quoi qui est au pouvoir. Je rappelle que le Gabon, en termes de richesse, c'est l'une des économies qui est le pays d'Afrique le plus riche en termes de ressources pétrolières et de manganèse. C'est partie de l'OPEP. Donc, par ailleurs, le Gabon est la 3e économie d'Afrique centrale. Et je veux juste signaler une petite chose pour conclure mon propos. Cette richesse ne profite absolument pas aux Gabonais, qui enregistrent un taux de chômage le plus élevé du monde, 37%. On voit bien là, c'est pour ça que je parle de stupidité dans lequel on est dans cette zone économique. Donc, pour en revenir au sujet avec le coup d'État stupide qui nous est montré, on voit bien que c'est de toutes parts monté par la France. On n'a pas encore la preuve, hein. On est encore le 3 septembre. Mais les gens vont très rapidement se délier. Et on va voir que Pascaline Bongo, j'espère que ça pourra revenir dans notre propos, joue un petit rôle qui est pas très clair. Donc, c'est ce que je disais. On prétend qu'elle soit derrière cette manigance. Il faut savoir que maintenant, c'est le général Brice. Donc, alors, je vais juste retrouver son nom. C'est Brice Oligui Nguema qui est maintenant proclamé à la tête du pouvoir du Gabon. Mais il faut savoir que ce même général, en fait, c'était le bras droit de la famille Bongo. Il a baigné dans toutes ces manigances. Il a baigné, il a réussi, il a bénéficié, j'ai envie de dire, de tous ces dessous de table. Il a eu de l'argent grâce à ça. Qu'est-ce qu'on doit en penser de ce général? Est-ce qu'il est vraiment pour le peuple ou est-ce qu'il est juste là pour prendre le pouvoir d'écran de fumée, en fait, pour que la famille Bongo continue à régner son partage? Qu'est-ce que vous en pensez? Achetsout, peut-être, si tu as envie de rebondir, ou Daniel? Il y a une chose qui est fréquemment évoquée par un nombre de chroniqueurs donc sur le net, au niveau des réseaux sociaux, de Camille ou bien panafricanistes ou panafricains, c'est que éventuellement il y aurait eu donc une sorte de holà de la France par rapport aux velléités donc du Gabon de s'émanciper plus ou moins des desiderata donc de mainmise totale de la France depuis un certain nombre d'années, donc depuis très très longtemps. Donc peut-être qu'effectivement on peut aller dans ce sens-là, mais je vous rappelle une chose, c'est que si le Gabon a intégré le Commonwealth en juin 2022, il n'est pas le seul. Le Togo a été aussi fait partie donc du Commonwealth à peu près dans la même année que le Gabon. Donc apparemment c'est pas il n'y a pas à mon avis de coup d'État en vue vis-à-vis donc de Fort Gnassembe. Donc est-ce que c'est vraiment la raison qui fait que on est tous, alors on peut être qualifié de conspirationniste, mais qu'est-ce qui ferait que aujourd'hui tout d'un coup la France aurait mis son nez dans un prétendu coup d'État? Une des choses que vous avez plus ou moins tous dit, c'est le nom donc de la famille Bongo, c'est-à-dire Pascaline Bongo. Il y a aussi le fils de Bongo donc qui est depuis très longtemps derrière son père en tant que bureau d'études, etc. Il y a aussi sa femme qui, le jour où il y a eu la prise de pouvoir par les généraux, a pris vite l'avion, on sait même pas où elle est. Ta femme, elle est partie, on sait pas où elle est. Ouais. Voilà, on sait pas, elle a disparu, etc. Ce qui veut dire que c'est vraiment une sorte de clientélisme, du dépotisme à très haut niveau. La famille Bongo distribue effectivement les postes, distribue l'argent. C'est une sorte de panier percé, quoi. La manière de gérer à très haut niveau donc les finances publiques, le bien commun donc des Gabonais est mise à mal pour effectivement des intérêts personnels. Ok. Alors, quelles seraient pour vous les prochaines solutions pour le Gabon? Alors, quand j'ai dit solution, je voulais surtout penser à quel serait pour vous le futur du Gabon? Quels seraient pour vous vu qu'il y a, on va dire, un changement de gouvernement, qu'est-ce que vous préconiserez? Quelles seraient vos préconisations pour que ce pays aille de l'avant? Ce sera très difficile. C'est-à-dire qu'en fait, la solution serait que le peuple gabonais se réveille, se révolte et fasse entendre sa voix. Parce que si on laisse faire les choses telles qu'elles sont là, on va verrouiller le pouvoir
rien ne va changer, puisque bon, c'était la même famille qui était, donc on change les têtes, mais rien ne changera. Qu'est-ce que vous voulez qu'il change? En fait, les pays du précaré français, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de diversifier. Je pense qu'ils ont vu que en diversifiant les partenariats, ils ont peut-être plus de chances d'accéder à un minimum de développement. Parce que si on pense que si on fonctionne suivant toujours les mêmes us et coutumes de la France-Afrique, il n'y a pas de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup d'espoir, puisque de toute façon c'est un système qui est vissé, tout est vissé. On sait que bon, tout ce que vous allez gagner, vous allez le donner, et après on va vous rétrocéder de bon gré mal gré, on va vous rétrocéder de quoi pouvoir faire fonctionner vos pays dans lesquels bon les gens vont vivoter, l'économie va vivoter, et puis il y aura rien de nouveau. Hein. Le peuple gabonais doit faire comme on a fait, ça a été fait dans les autres pays qui ont eu une réelle révolution entre guillemets. Avec l'adhésion du peuple à ces révolutions. De toute façon, au Gabon, le peuple n'était pas en phase avec l'armée. Hein. On a bien vu que quand le père comment il s'appelle, Omar Bongo est décédé, on a bien vu tout de suite que les troupes sont sorties dans la rue pour calmer tout le monde, hein, pour leur dire de se tenir tranquille. Donc il n'y a pas au niveau de la population, je pense que c'est là où ça va se jouer. Si la population n'intervient pas et ne se montre pas montre pas sa défiance par rapport à ce qui se passe, non, je pense que de ce côté-là, il faut rien attendre. Bah moi je suis aussi pessimiste. Je rappelle, hein, on est dans un dialogue, hein, donc on est dans un partage. On peut aussi partager. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Gabon est un des pays d'Afrique les plus riches en termes de ressources pétrolières et de manganèse. L'énergie du Gabon aujourd'hui, je demande à certaines personnes s'ils sont sur notre panel, ceux qui aiment goûter panafricain, de reprendre leur calculatrice. Le Gabon produit 150 000 tonnes à 200 000 barils de pétrole par jour. Juste une petite virgule, c'est 2 fois ce que sort l'Arabie Saoudite et le Koweït confondus. C'est-à-dire que ces pays vivent dans une pauvreté absurde. Et ils devraient être l'équivalent de l'Arabie Saoudite, ils devraient être l'équivalent on le voit, du Qatar, où tout devrait pousser facilement. On est dans un pays où l'eau ruisselle, où il n'y a aucun problème. Je rappelle que le pétrole gabonais, c'est l'une des richesses les plus exploitées. C'est là où il y a le plus de richesses dans le monde qui a été surestimée. Et on se revoit bien qu'on est dans l'idiocratie la plus stupide au Gabon. C'est de l'idiocratie. On suit un pays qui est en perdition. Je rappelle qu'en France, rien ne pousse. Ils n'ont pas de minerais, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont rien. Et on veut se franciser. Pour moi, c'est de l'idiocratie. Le fait de faire un appel à la France, tel qu'a fait Ali Bongo, qui a été soi-disant réélu à 64,27% des voix, en nous disant, j'espère qu'on verra le petit extrait, en nous disant, faites du bruit. Parce que make a noise, il disait, dans une sorte de petite vidéo pour que ça soit montré sur la France, mais c'est totalement stupide. Le monde change, et ces gens-là ne changent pas. Il faut des gens nouveaux au pouvoir, une jeunesse nouvelle, une jeunesse panafricaine, une jeunesse qui aime son continent, qui aime son pays, qui aime ses richesses, qui sait les faire valoir. Le monde n'est plus à la France ou à l'Occident qui vieillit, mais le monde est aujourd'hui au reste du monde, à la Russie, on l'a vu par les BRICS, qui est une alternative économique. Il faut changer notre fusil d'épaule et voir que aujourd'hui, la France, c'est en perdition. D'ailleurs, je me rappelle bien, on voit bien l'opposant d'Ali Bongo, qui était aux élections, qui s'appelle Albert Ondosa. Là, bon, j'ai pas envie d'être insultant vers ce monsieur, puisque la première interview qu'il a donnée à l'international, c'est-à-dire sur une télévision française, on voit le ridicule du parler, du phrasé. On n'a pas le niveau. Il faut maintenant des gens ouverts, des gens jeunes. Ce monsieur est déjà très âgé, Ondosa, c'est pas la personne qu'il faut pour ce gouvernement-là. Il nous faut de la jeunesse, des gens frais, des gens qui ont une autre idée, une autre perspective du monde. Si on veut un Gabon demain avec de la clairvoyance dans 15 ans, qu'on puisse regarder les yeux dans les yeux, il nous faut un autre type de Gabon. Un Gabon qui sort de la francophonie, un Gabon qui rentre maintenant dans le monde dans lequel il devrait être. Je rappelle que ce Gabon devrait être au niveau il devrait racheter le PSG à mon niveau. Ce n'est pas normal ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'une oligarchie s'accapare le pouvoir, ça doit changer. Voilà, il faut qu'on devienne panafricain, il n'y a pas d'autre solution. C'est ce que je voudrais dire à notre jeunesse qui regarde notre goûter panafricain, en tout cas aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas,
aux nouvelles personnes qui regardent, et comme tu as dit, la jeunesse, c'est. Je voudrais juste, est-ce qu'il est possible? Ouais, bah, pas de problème. C'est la jeunesse, c'est l'avenir, c'est le futur. Donc d'ailleurs, la jeunesse, hein, si vous regardez notre goûter panafricain, vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner à notre chaîne. Hachetsou, tu voulais dire quelque chose avant la prochaine question? Oui, je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Daniel hein, par rapport à une sorte d'occlusion, c'est-à-dire que ça va bientôt péter, mais on a l'impression que le Gabon a fait une révolution, mais ce n'est pas encore la vraie révolution. Donc un peu ce qu'on a vu, ce qui s'est passé au Burkina Faso hein, avec Namimba. Alors bon, après on a eu d'autres qui sont arrivés au pouvoir. Donc là aujourd'hui, les révolutions, un peu comme le général de Gaulle, hein, qui a fait aussi son petit coup d'État dans son coin avec son appel donc à Londres. C'est aujourd'hui les militaires sont les vrais révolutionnaires, un peu comme Thomas Sankara. Ce sont des vrais révolutionnaires. Ils sont porteurs d'une vision. Et là, au Gabon, on a l'impression que ça ferme justement les vannes pour empêcher que ça puisse aboutir à un réel changement. Aton vient de le dire, c'est un pays qui regorge de richesses et qui malgré tout fait partie donc des pays les plus pauvres parce qu'elle n'arrive pas à aller de l'avant. Elle n'a pas encore le déclic pour justement créer un marché intérieur, puisque c'est le gros problème donc du continent, la création d'un marché intérieur. Et ça, ça renvoie à ce que je pourrais appeler la guerre perpétuelle. Le continent est plus ou moins toujours dans une guerre perpétuelle. Alors lorsque l'on dit guerre, on dit qu'il y a deux adversaires face à face. Il y a eu de très valeureux guerriers, hein, on a cité leurs noms, hein, Nkrumah, Cabral, il y en a beaucoup qui ont été assassinés pour les empêcher de rentrer réellement dans la guerre. Parce que c'est une réelle guerre qui est menée, comme dit souvent Aton. Alors, comme ils ne veulent pas que l'on voit que c'est une guerre, alors je dis ils, c'est-à-dire je parle de la France-Afrique, de cette partie obscure du pouvoir au plus haut niveau donc de la France, puisque tout chef d'État qui est élu de ce pays hérite de cette manière et de se comporter à l'égard donc du continent. Donc pour eux, c'est un héritage qui est partagé avec l'ensemble des citoyens français. C'est-à-dire que même les mélanodermes qui sont français sont héritiers de ces pratiques-là. Alors, la seule chose qu'ils ne veulent pas, puisque pour eux, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de tribu de guerre. Parce que le continent africain a toujours et on l'a toujours exploité sans qu'il y ait une guerre officielle, les richesses de ce pays. Alors que lorsque l'Allemagne capitule, elle va payer le tribut de guerre, mais après, l'Europe va lui permettre de se reconstruire et elle va intégrer l'Union économique, l'Union européenne, pour être partenaire, leader de cette institution qui aujourd'hui est reconnue sur l'ensemble donc des planètes et l'ensemble donc des institutions internationales. Par contre, l'Afrique, nécessairement, lorsqu'il y a un chef d'État, lorsqu'il y a un renversement, lorsqu'il y a les militaires derrière, la guerre continue. Sauf que le Mali, il y a une réelle révolution pour le Mali, le Burkina Faso, le Niger, c'est qu'elle dit non. Elle dit réellement, vous êtes en guerre contre nous. Elle nomme ce qui est innommable. Elle dit les mots. Elle pose le doigt là où effectivement la France passe du baume en disant nous sommes dans la francophonie, nous sommes partenaires, nous sommes avec vous, etc. Alors que les pays qui aujourd'hui ont fait la révolution par le biais donc des généraux disent nous nommons ce qui va pas. Nous nommons et nous montrons exactement les contrats qui ne vont pas bien. Nous montrons effectivement que vous nous spoliez par le biais de la monnaie. Nous disons effectivement dégage les bases militaires. Nous disons aux ambassadeurs que ce sont des espions, que ce sont les préfets, que c'est eux qui veulent effectivement par rapport aux chefs d'État de ces pays-là, qui leur dictent par le biais donc de la préfecture, des ambassadeurs sont des préfectures, excusez-moi, sont des préfectures puisque l'ambassadeur dans ce pays-là dicte au chef d'État ce qu'il doit dire et ce qu'il doit faire. Donc les nouveaux révolutionnaires disent oui, nous sommes en guerre, d'abord contre les terroristes, nous choisissons nos partenaires de guerre avec qui nous allons nous armer et nous allons partir au combat contre ceux qui ne veulent pas nommer la guerre. Ok. Alors, merci pour cette dernière intervention. On va finir là. Je vais poser la dernière question à Daniel et à Aton pour le mot de la fin. Comme a dit un peu Hachetsou, tu as parlé un peu du futur là avec les vrais révolutionnaires qui sont à la tête du Mali, Burkina Faso, Niger. Est-ce que les autres pays africains doivent-ils s'inspirer de ce type de révolution, une révolution, on va dire, authentique, pas celle qui est orchestrée actuellement au Gabon. On verra ce que le futur nous dira. Et je me suis posé la question, est-ce que 2023,
est-ce l'année de la renaissance africaine pour vous? Daniel et Aton, le dernier mot, et après on va conclure le podcast. Je pense que c'est un processus qui va être très long. Ce système a été ficelé de façon à ce que on ne puisse pas en sortir, en fait. Ah, tu penses? Ok. Comme une toile d'araignée. Je pense que ça a été fait comme ça. Donc, puisque t'as pas ta monnaie, tu as des bases militaires, les gens qui sont donc à la tête de ces pays sont à ta botte. Donc, tout a été fait pour que cela puisse perdurer éternellement. Donc, je pense que c'est un processus qui se fera. Les pays qui ont pris l'initiative de se désolidariser de ce conglomérat qui s'appelle la France-Afrique, je pense que c'est les pays principaux, Mali et autres. Donc, ils vont faire leur chemin. Mais le problème, c'est qu'ils sont dans des instances africaines, donc CEDEAO, Union africaine et autres. Donc, il faudra voir au sein de ces instances-là quelles seront les oppositions et jusqu'à quel point ces instances vont servir de moyens pour troubler en fait la quiétude de ces pays-là dans leur recherche de leur libération, voilà. Et pour les autres, donc on va dire les places fortes, on va dire Côte d'Ivoire, Gabon, le Cameroun, on ne sait pas trop, puisque pour l'instant on n'a pas Monsieur Biya est très très vieux, il n'a pas encore décidé qui prendra sa suite, quels sont les on va dire au niveau de son entourage ceux qui vont prendre le pouvoir et quelles seront leurs orientations, est-ce que ça va encore continuer comme avant ou il y aura une réelle volonté aussi volonté de rompre avec l'ancien système france-africain. Donc la Centrafrique, pour l'instant, on voit que c'est elle qui a commencé, mais pour l'instant, on ne voit pas trop. On voit pas trop à court terme, enfin à long terme, on voit pas trop vers quoi elle se dirige, puisque là-bas aussi il y a aussi une opposition, il y a donc la CDK, il y a les rebelles, il y a tout ça. Donc il faudra pouvoir vaincre, justement, apaiser les choses du point de vue de ces conflits. Le Sénégal, alors Comment? Ça sent bon le Sénégal. Le Sénégal, ça dépendra du peuple aussi sénégalais. Parce je pense qu'il y a des pays où ce sera l'opposition même, ce sera même pas une question de démocratie ou quoi que ce soit. Ce sera vraiment la parole du peuple qui était portée par Sonko, mais comme Sonko est en prison, maintenant, est-ce qu'il va mourir en prison? Est-ce que l'autre va le laisser mourir? Je sais pas, ou quoi que ce soit. Ou alors, il faudra peut-être qu'il y ait une intervention. Il faut pas oublier non plus aussi que les États-Unis aussi suivent avec beaucoup d'attention ce qui se passe et donc la France n'est pas à l'abri d'un coup tordu. Ouais, mais il faut dire que les États-Unis, on les entend pas beaucoup par rapport à la France. Ils sont pas dans la même situation que la France. Ouais, c'est ça. Les États-Unis, chez eux, ils ont du pétrole, ils ont des compagnies, ils ont du pétrole, ils ont du gaz. Et aussi ils ont des multinationales, donc on peut pas mettre ça. C'est-à-dire que le problème de la France, c'est que elle est vraiment dépendante et elle n'a pas cherché non plus c'est un système sur lequel elle a vécu et que finalement on n'a pas essayé de trouver autre chose pour pouvoir. On va pas dire ça. Alors, vas-y, attends, je te laisse terminer. Ouais. Ouais, parce que pour moi, c'est des potes. Hein. On veut se dire, ouais, ceux-là, c'est les Américains, ceux-là, c'est les Hollandais, ceux-là, c'est les Français, l'autre, les Portugais. Ils sont tous contre l'Afrique. Qu'on se le dise bien, qu'on soit clair. Tous les Occidentaux veulent tuer l'Afrique. De gré ou de loin, ils le veulent. Bref, faut qu'on en soit conscient. Ce que je demande à nous, à nos populations, c'est d'être conscient que personne nous aime sur la planète. Personne. Il faut reprendre notre amour à nous et nous le regagner déjà déjà en quittant les religions stupides dans lesquelles on a été fourré depuis un certain temps, puis 1600. Ça va être compliqué. Je dis pas que c'est simple, mais en tout cas reprendre le dessus. Je pense qu'en 15 ans, de bonnes écoles panafricaines ou de bons enseignants dans chaque établissement peuvent changer les choses. Il faut redevenir avec un cerveau normal. Toute société qui se développe aujourd'hui dans le monde a un paradigme.
Le paradigme africain, il est pas à Rome et il est pas en Arabie Saoudite. Il doit être en Afrique. Et c'est ce paradigme-là qu'il faut rechercher. C'est vraiment s'ancrer dans un paradigme africain. Même le mot devrait être changé. Je rappelle, pour en revenir ici, donc ça c'est important, c'est vraiment le thème important, il faut vraiment s'ancrer dans nos paradigmes, parce que on ne pourra rien créer demain. Je dis bien rien créer tant qu'on n'a pas de bonne fondation. Et je rappelle que l'Afrique, c'est la base du monde entier. Donc, on est à la terre-mère, c'est Kama. Donc cette terre-mère, elle doit être respectée. Aujourd'hui, elle est bafouée de toutes les manières que ce soit. Il nous faut redevenir à nos réalités psychologiques. Je sais que ça fait mal, faut qu'on travaille dessus, faut qu'on dialogue. Mais il faut redevenir à des bonnes réalités et ensuite faire des bons fondements. Ce n'est pas normal que nos pays soient aussi riches et aussi pauvres aujourd'hui. Aujourd'hui, un noir qui quitte l'Afrique est quasiment en danger de mort dans tout le reste du monde. Je vous parle pas de la Méditerranée, je vous parle pas de l'Inde, je vous parle pas des États-Unis, je vous parle pas du Brésil. Donc, dans tout le reste du monde, on est en état de mort parce qu'on a une peau un peu plus colorée que les autres. Ce n'est pas normal. Il faut redevenir avec nos cerveaux normaux. C'est à nous de nous faire une auto-analyse sur ces situations. C'est un rapport avec le Gabon. Puisque le Gabon, je le rappelle, c'est la terre la plus riche et c'est dommage que ça soit aujourd'hui la plus pauvre parce qu'on n'a pas encore fait notre analyse culturelle et psychologique de nos situations. Et il faut un jour, à un moment donné, j'espère que Goûter Panafricain aujourd'hui sera l'élan pour faire ça, nous poser les bonnes questions. Parce que si on le fait pas, demain on retombe dans les mêmes travers. On va négocier avec les Russes, on va négocier avec des Chinois qui vont encore nous faire les mêmes Trafalgar. Si c'est pas la France, ça va être quelqu'un d'autre. Donc c'est nous qui devons dicter les règles du jeu du monde. C'est pas l'inverse. Parce que tout se trouve chez nous. La France-Afrique, donc ça c'était le premier point. La France-Afrique, elle est assez mal couronnée et c'est des relations, pour moi, l'expression France-Afrique, c'est néocolonial, c'est un détracteur entre la France et les colonies subsahariennes. C'est un plan qui nous vise à nous voler toute notre économie, notre monnaie, notre diplomatie et le plus important, le militaire. Si on ne s'est pas protégé, qui va le faire à notre place si on n'a pas de militaires conscients? Il nous faut redevenir protéger notre bien. Une maison se laisse pas avec une clé ouverte, avec une porte ouverte. On met pas n'importe qui chez soi. On verrouille dès qu'on sort. Et toute notre économie doit être verrouillée. Nos cerveaux devraient être relevés. Aujourd'hui, on doit s'éclairer. J'espère que Goûter Panafricain éclairera encore d'autres personnes. Et si c'est pas encore éveillé, il faut encore refaire une virgule là-dessus et relancer les choses. Revenir à notre africanité, c'est une base. Faire des alliances éclairées avec des gens éclairés, ça me paraît logique. Parce qu'aujourd'hui, les seuls pays qui peuvent qui peuvent protéger le monde, c'est qu'il y a que deux pays et c'est pas normal, c'est la Russie. On l'a vu au Niger, on l'a vu au Mali, on l'a vu dans d'autres continents, c'est la Russie qui peut protéger. Eh ben, armons-nous de la Russie. Et si on peut s'armer avec la Chine, c'est encore mieux. Ouais, mais après, comme tu dis, après, ça va nous rendre dépendants de ces deux puissances. Mais on ne sera pas dépendants parce que notre objectif, c'est simplement créer une alliance temporaire. Ouais. Et ensuite, se créer une économie parce que notre économie, elle est là. On doit se protéger quoi qu'il en soit. Derrière, c'est des monstres. L'Occident ne nous lâchera jamais. Je rappelle qu'en Europe, ils n'ont rien dans leur sous-sol. Dieu n'a pas été bon avec eux. Mais Dieu a été bon avec le peuple noir. Et c'est ça qu'il faut prendre en valeur. C'est que chez nous, on a tout, eux, ils ont rien. Mais ils nous pillent tout et nous, on dit rien. Maintenant, j'espère qu'il faudrait se relever. Et il nous faut des gens conscients pour ça. Des gens qui aiment ce qu'on est. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé le podcast Goûter Panafricain. Laissez-nous vos avis, laissez-nous vos commentaires sur ce débat. On en fera encore bien sûr bien d'autres sur l'actualité tellement elle est chaude en ce moment. Et merci à vous les panélistes et on se retrouve très bientôt pour un prochain Goûter Panafricain. Merci à toi, merci Daniel, merci Thomas. Salut. Toute la famille. Prochaine.